Très bien, bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Stéphane Guillon, je suis l'animateur de cet atelier. Donc merci d'être venu, je suis très heureux qu'on ait fait le plein. Donc moi j'ai le plaisir d'animer cet atelier, j'ai très rapidement laissé la parole aux intervenants. Donc l'atelier est intitulé Politique locale du sport et science-action. Donc c'est intéressant de faire la focale aussi sur la méthode de construction des nouvelles données d'enquête et puis surtout montrer que cet atelier va permettre de réfléchir au rapport, aux collaborations entre les acteurs politiques et les acteurs de la recherche scientifique et surtout d'entrer dans le concret des relations, du rapport aux productions, des préconisations, des tensions en termes de temporalité. Alors, je vais laisser la parole à William Gasparini et Alexandre Feltz, qui est adjoint à la maire de Strasbourg, en charge donc de la santé publique et environnementale. Voilà. Et ensuite, Michel Quebel complétera et nous donnera son point de vue et son expérience sur son domaine. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Merci. Alors, je ne sais pas, est-ce que je commence ou enfin, je peux faire quelques mots de présentation et ensuite je vais laisser la parole à l'adjoint en charge de la santé de l'Eurométropole Ville de Strasbourg. Pour vous dire, alors je ne sais pas, cher docteur, est-ce qu'on peut enlever le masque pour parler ou pas? Oui, toi. Ok. Donc voilà, j'ai l'accord du médecin. Je voudrais parler de ces relations qu'on a avec l'Eurométropole et la ville de Strasbourg en termes de partenariat dans des domaines très différents, des politiques sportives ou des politiques de santé publique à travers le sport, via le sport. Avec Alexandre Feltz, on va plutôt parler de la politique de sport-santé, puisque d'une part c'est une politique originale à Strasbourg, elle est innovante, elle existe depuis 2012, et d'autre part pour montrer comment des sociologues peuvent intervenir dans une commande faite par la municipalité et par l'Eurométropole, mais aussi par l'Agence régionale de santé, mais ça Alexandre Feltz va expliquer parce que, vous savez, l'Agence régionale de santé, c'est un organisme déconcentré qui a en charge sur un territoire particulier les politiques de santé, mais en même temps la ville a aussi sa propre politique de santé. Et donc il faut négocier avec ces deux instances, d'une part pour obtenir des financements, ce qui n'est pas simple, et d'autre part pour se mettre d'accord sur l'objet de la recherche. Et donc moi je voudrais vous parler de l'expérience que j'ai eue avec Alexandre Feltz depuis 2012. À cette époque j'étais directeur d'un laboratoire qui s'appelait Sport et Sciences Sociales, et le nouvel adjoint chargé de la santé, puisqu'il y a eu une nouvelle municipalité, c'était celle municipalité socialiste de Roland Ris, voulait développer des nouvelles politiques, d'une part sportives et d'autre part de sport-santé, d'une part en développant les états généraux du sport, en mettant en place ce qu'on appelait les états généraux du sport, qui est une vaste consultation à l'aide de Michel Quebel en faisait partie, il y avait des doctorants, des étudiants de master. Nous avons fait une vaste enquête pour savoir quels étaient les besoins de la population strasbourgeoise en matière de pratiques physiques et sportives. Nous avons accompagné aussi le service des sports pour organiser la consultation, parce que c'est la première fois qu'on consulte les habitants, et pas uniquement les sportifs des clubs, mais les habitants, et notamment celles et ceux qui ne font pas du sport, pour savoir qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme pratique sportive dans l'avenir. Et donc le but c'était de redéfinir la politique sportive et, ce que moi je dis souvent aux étudiants, de sortir le sport du sport. Il fallait arrêter de percevoir le sport que dans des clubs, mais que peut-être la ville était aussi un environnement pour l'activité physique, et que l'activité physique pouvait servir à autre chose qu'à la compétition, notamment à la santé. Et donc nous avions organisé des ateliers, des consultations des habitants dans différents quartiers, pas que le centre-ville, mais différents quartiers de la ville de Strasbourg. Et nous avions organisé un atelier sur le sport-santé. On avait appelé ça sport-santé, à une époque où il y avait peu de politiques qu'on qualifiait de sport-santé. Et ensuite, Alexandre Feltz, et là peut-être je donne le relais,
a développé ce concept de sport santé sur ordonnance qui était totalement innovant en France. Parce qu'après, je vais parler peut-être d'autres pays européens. Mais en France, en tout cas, c'était totalement innovant. Et c'est à cette époque que nous avons été sollicités pour répondre à une commande. Et l'originalité, c'est qu'on aurait pu penser que seuls des médecins auraient pu faire la commande, l'étude. Et en fait, il s'est adressé à des sociologues pour étudier le rapport des patients à l'activité physique de sport santé. Et c'est là où on est intervenu, et j'en parlerai par la suite. Je laisse la parole à l'élu. Donc bonjour à toutes et tous, donc merci beaucoup de m'avoir invité ici. Alors moi je suis adjoint à la maire de Strasbourg depuis maintenant 2008, donc je suis un vieil élu. Je suis aussi médecin généraliste et membre du département de médecine générale. Donc je suis enseignant à la faculté de médecine, même si je suis peu actif actuellement parce que j'ai quelques petites occupations. Mais j'accueille donc des internes à mon cabinet depuis très très longtemps et j'ai donné beaucoup de cours à la faculté. D'abord, je voudrais faire une introduction plus globale sur le rapport entre politique et science, parce que ça me semble quelque chose de très important. Moi-même, quand j'ai lancé ce conseil de science en 2012, je ne l'ai pas fait ex nihilo, en fait. Je l'ai fait parce que il y avait deux rapports, un rapport de l'INSERM en 2008 et un rapport qu'on appelait le PNAPS, Programme national d'activité physique et sportive, qui avait été coordonné par le professeur Toussaint, professeur de physiologie de Paris, qui était aussi une sorte de synthèse de la science de l'époque. En fait, Et donc ça me semble vraiment important. D'ailleurs, actuellement, le premier adjoint, qui est Sema Kagabai, qui est aussi médecin urgentiste, le dit aussi dans d'autres sujets. Hier, on parlait par exemple de la sécurité. Vous savez, c'est un sujet notamment très, on va dire, estampillé droite. Et il disait que, bien sûr, peut-être qu'il y a des questions de sécurité, de ressenti, et que là aussi, il faudrait se baser sur des études. Parce qu'en politique, c'est assez étonnant, même si je suis un peu expérimenté, vous avez toujours un élu qui dit « on me dit, les gens me parlent, je sais ce qui se passe dans la cité ». L'impression que vous avez qu'à regarder le dernier conseil, la personne qui dit ça, mais est-ce que c'est 3 personnes? Est-ce que c'est sa voisine? Est-ce que c'est ses amis? Est-ce que c'est ses gens de son parti? Est-ce que c'est des gens qui se réunissent dans une cabine téléphonique? Voilà, mais ils ont cette possibilité, puisqu'ils sont élus, de porter cette parole et d'en donner une sorte de vérité, en fait, quasi scientifique. Voilà, l'insécurité règne à Strasbourg, les femmes ne peuvent plus sortir, les viols sont partout, et voilà. Donc, je veux revenir à mon sujet. Ça me semble vraiment important, dans le temps dans lequel on est, que ce dialogue entre la science, entre les études, entre l'évaluation, entre la recherche, on va en parler tout à l'heure, puisse vraiment se confronter avec le fait politique. Alors, il ne faut pas être dupe, c'est-à-dire que cette recherche, ces études, sont pour moi la base nécessaire à la décision politique. Quels que soient les sujets, il y avait ce rapport de ministère de 2008, il y avait ce programme national d'activité physique et sportive du PNAPS, mais c'est pas ça qui a fait le sport santé. C'est d'autant plus particulier que Roselyne Bachelot était à cette époque ministre de la Santé, mais aussi ministre des Sports. Ce qui pour moi est le summum des capacités à enclencher le sport santé. Donc vous voyez, il y avait des rapports, il y avait des études, il y avait même, on ne s'en rappelle plus, mais il y avait un ministère de la santé et du sport. Malgré cela, la décision politique n'a pas été d'acter cette nécessité d'une politique publique sur la question du sport santé. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'étude est nécessaire, la base scientifique l'est, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est-à-dire que c'est vraiment l'acte politique qui va entraîner l'action publique. Voilà. Mais ça n'empêche pas que sans cette base-là, la parole politique est quand même, à mon avis, moins pleine et moins forte et moins puissante. Voilà. Moi, je me suis toujours fait de ça parce que je suis
scientifiques, médecins et politiques, sur les salles de consommation à moindre risque, qui est aussi un sujet que j'ai porté ici, hein, à Strasbourg. On a aussi fait ça. Il y avait des études européennes, des études sociologiques, des études sur la sécurité, des études sur la santé, des études sur la réduction de la mortalité et de la morbidité. Et on s'est aussi servi de ces éléments. Mais, vous le voyez bien, c'est nécessaire, mais pas suffisant du tout. Voilà. Donc c'est vraiment très important. Et donc en 2008, quand Lambris est élu, Serge Ler adjoint au sport, donc ce travail qui a été fait quand même par ton département et la faculté plus globalement a été très intéressant parce qu'elle a permis d'aller vers la population, de recueillir la parole. Je me rappelle d'une sorte de vidéo trottoir avec des interviews, bien sûr plus organisées, structurées scientifiquement, mais aussi des éléments comme cela qui permet vraiment d'amener le débat, et puis après tout un travail d'atelier et de recherche comme ça. Voilà, donc pour dire que voilà, ça me semble vraiment nécessaire. Là on est sur un angle un peu précis, sport et santé, mais sur tous les axes, je pense que vraiment il faut travailler sur ces questions. L'indépendance bien sûr des études scientifiques, de la recherche, mais de pouvoir continuer à travailler sur ça. Donc ensuite, ces études étaient plutôt scientifiques, je veux dire le CNAPS, scientifique. Donc biomédical, biométrique, les études du CNAPS et de l'INSERM étaient sur cela. Hein. Et on avait très peu d'études sociologiques ou... On a eu quelques-unes, enfin dans le rapport de l'INSERM, il y oui, avait un sociologue... Oui, mais oui, bien sûr. Mais quand tu vois que ça fait 200 ou 300 pages, tu avais quelques marginal. Pages. Voilà. Et donc du coup, donc c'était en 2012, donc la ville lance le sport santé sur ordonnance, sur ses bases scientifiques, mais sur une volonté politique du maire, relayant voilà, l'idée que j'avais. On lance cela. Et à l'époque, l'Agence régionale de santé, qui est, comme tu l'as dit, l'organisatrice, on va dire, locale, notamment des fonds d'intervention régionaux sur les questions de santé, ne suit pas cette impulsion politique. On est tout seul, en fait. Hein. Ce qui est particulier, parce qu'on est quand même sur un champ, la santé, qui normalement est une compétence d'État, on pourra en reparler tout à l'heure, hein, mais voilà, elle regarde, mais elle dit, on n'est pas contre de payer une étude, en fait, en gros. C'est un peu ça, pour voir un peu ce qui s'y passe. Voilà. Et puis, moi je leur dis aussi, on est dans le cadre du contrat local de santé, donc ça c'est important, tu l'as aussi ébauché, hein, c'est-à-dire qu'il y a, sur un territoire, il y a différentes personnes qui concourent à la santé, au sens de la définition de l'OMS, hein, et c'est l'ARS aujourd'hui qui est en responsabilité première, avec la sécurité sociale sur un autre champ, et ce sont les deux acteurs principaux qui ont les moyens et la décision, même sur dans le Covid, ça a été un peu différent parce que c'était plutôt la préfète, mais qui ont normalement la décision publique et les moyens publics. Et le contrat local de santé permet de réunir notamment la collectivité et l'agence nationale de santé et tous les autres acteurs en fait, du territoire, notamment les financeurs, pour pouvoir engager. Voilà. Donc au départ, c'est la ville, et après, ça devient un objet du contrat local de santé. Et dans ce cadre-là, on donne mission, un peu, hein, à ton département et à la faculté, de lancer ce travail, parce que il me semblait que sur ces questions, et je le redis souvent, bien sûr il y a le côté sanitaire, amélioration de l'état de santé, diminution de la mortalité, de la morbidité, mais il y a aussi tout ce que se transforme dans les pratiques, dans la vie, dans les relations, dans le social. Est-ce que tu veux continuer ou après je dis comment le rapport, peut-être tu peux dire comment vous avez fait le rapport peut-être avec ta collègue? Très rapidement. Donc on nous a commandé on appelait ça une étude, enfin l'agence régionale de santé appelait ça une étude ou une évaluation. Alors que pour nous, c'était une enquête sociologique. Voilà, mais si vous voulez, pour le commanditaire, on a appelé ça une évaluation de la politique publique. Mais en réalité, ce qu'on a fait avec mon équipe, où il y avait des doctorants, des étudiants de master et des chercheurs, nous avons obtenu des financements et on a pu payer des étudiants qui ont fait des enquêtes de terrain. Donc c'était un travail qualitatif. Et nous avions fait une enquête auprès des premiers patients entrés dans le dispositif, qui étaient des patients
Globalement, il y avait 60% de femmes et 70% de personnes issues des quartiers populaires, donc des QPV. Et donc c'était une enquête qualitative où on a pris les patients qui rentraient dans le dispositif et ensuite on a retrouvé les mêmes 6 mois après. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'ils continuent à pratiquer? Qu'est-ce qu'ils pratiquent comme activité? Est-ce qu'il y a un effet sur leur état de santé? Est-ce qu'il y a un effet sur les liens sociaux? Et on a trouvé des choses assez intéressantes. On a produit un rapport, évidemment, qu'on trouve. Hein, il suffit de taper sur Internet. Hein, vous trouvez, en tout cas, des articles qui ont été publiés en ligne à partir de ça. Et nous avons présenté donc ce rapport à l'ARS et à la ville. Et il me semble d'ailleurs que notre rapport est même allé jusqu'au ministère de la Santé, il me semble, à l'époque, et qui a servi, c'était une pièce parmi d'autres, pour réfléchir à cet amendement de la loi de programme, enfin de la 2016 hein, sur la prescription médicale d'activité physique. Parce qu'on était en oui, je vais un peu vite peut-être, mais tu te souviens peut-être mieux que moi du calendrier. Ouais. Toujours est-il que nous avons été les premiers en France à écrire, comme sociologue, sur le sport santé sur ordonnance. Depuis, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Hein. Il y a beaucoup de travaux, et pas qu'en France. Et donc nous avons réalisé ce rapport remis à l'ARS et je pense que ça a été l'un des éléments pour poursuivre et pour obtenir peut-être pour vous des financements, il me semble. Hein. Alors là, on est sur l'usage d'un rapport. Qu'est-ce qu'on fait d'un rapport? Nous, en tant que scientifiques, qu'est-ce qu'on a fait? On a publié des articles dans des revues, expertisés, etc. La municipalité a communiqué sur ce dispositif et ensuite a organisé aussi un réseau, il va en parler, hein, des villes qui mettent en place aussi des dispositifs de sport santé sur ordonnance. Il y a eu des assises, tu peux en parler peut-être aussi, oui, hein, puisqu'il y a eu... Et nous avons participé à tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le rapport, il y a un peu le service après-vente. Et ensuite, il y a toutes les communications autour de ce que nous avons trouvé, mais des médecins aussi, hein, on fait des études médicales. Et nous, c'était la partie plutôt sociologique. Peut-être tu pourrais dire, parce que tu m'avais dit que c'était une des études où tu avais été le plus sollicité pour des présentations et des communications. Vas-y, exact. Alors, bon, je l'ai dit ce matin, en partie. Vous savez que lorsqu'on travaille sur le sport, on est très sollicité par les médias. Enfin, toutes les semaines, j'ai un journaliste qui me contacte parce que dans le sport, tous les jours, il se passe quelque chose. Il y a des affaires, voilà, il se passe plein de choses. Mais sur le sport santé sur ordonnance, comme ce dispositif était nouveau, évidemment, les journalistes voulaient savoir quel était le contenu du rapport, parce que les journalistes ne lisent pas les rapports. Hein. Ils veulent avoir des interviews. Parce que les interviews, c'est rapide, mais ils ne lisent pas les articles. Parce que moi, je leur dis souvent, écoutez, je n'ai pas le temps, je vous envoie l'article, et ils disent, non, je ne lis pas l'article, je veux vous interviewer. Et ce que j'ai dit aussi ce matin, c'est que lorsqu'on fait une interview, ce que je fais maintenant, mais mes collègues le font aussi, je demande toujours à voir ce qui est écrit avant que ce soit publié, parce que sinon, c'est déformé. Mais effectivement, je n'ai jamais été autant, sauf peut-être là, récemment... à l'occasion de l'Euro de football, où j'ai eu plein d'interviews à faire sur l'Euro de football, mais sur le sport santé sur ordonnance, c'était l'Express, Le Monde, l'Humanité, Libération, le Nouvel Obs, en fait, etc. Tous voulaient savoir qu'est-ce qui se passait à Strasbourg et quel était l'objet de ce rapport de sociologie sur une question médicale. Et donc, effectivement, il y a une forte médiatisation. Après, le politique a aussi médiatisé. Hein, c'est parce qu'il y a une communication politique aussi qu'à un moment, on a demandé aux scientifiques de donner son avis. Hein, mais je pense que tu as aussi été interviewé et des fonctionnaires peut-être du service qui s'appelait Promotion de la santé à l'époque ont aussi interviewé. Et même des éducateurs, il me semble, et même des patients. Alors, donc, pour reprendre dans l'ordre... Alexandre, il faut juste... Il faut rester dans le cadre. Il faut que je reste dans le cadre. Ouais, j'ai le droit de me lever ou pas? Il y a la caméra. Oui, mais jusqu'ici, restez au centre. Il y a la caméra. Je me place là. D'accord. Ici? Voilà, très bien. Parfait. Alors, donc on est en 2012. Donc, on lance ça. Et je disais ce qui, tout à l'heure en préparation, en dehors de la qualité scientifique,
de la méthodologie, que tu n'as pas rappelé là, mais Oui. qui est importante, hein, puisque c'est aussi ça qui base la valeur du document. Ce qui pour moi était vraiment important, même si je suis médecin généraliste et que je prescrivais du sport santé, c'était la parole des usagers du sport santé. Et en politique et en médias, c'est ce qui est le plus fort, en fait. Nous, on peut être bon, on peut bien communiquer, on peut bien parler. Et d'ailleurs, les journalistes veulent cela, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent la parole des usagers. Et cette parole-là, qui était organisée, structurée, synthétisée, expliquée, a été pour moi vraiment quelque chose de très très important. Voilà. Et j'ai lu tout le rapport, ce que les politiques ne font pas non plus, hein, classiquement. On lit les résumés ou les conclusions. Et les journalistes aussi, en dehors du fait qu'ils n'ont pas de temps, ils ne veulent pas, c'est aussi parce qu'ils veulent la parole plutôt vivante, plutôt que l'écrit scientifique. Hein. Et moi, je pense que c'est bien de pouvoir illustrer cela. Donc pour nous, ça a été vraiment quelque chose de très important, et aussi de dire qu'il y avait ces deux balances, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y avait la balance, je dirais, sanitaire, hein, amélioration de l'état de santé, réduction des hospitalisations, réduction du poids, de la tension, amélioration de la respiration. Et puis qu'il y avait aussi cette balance-là, hein, c'est-à-dire des gens qui ressortaient de chez eux, des gens qui refaisaient lien. Hein. Et puis, alors, la formation, je ne la dis pas comme toi tu l'as écrit, mais comme vous l'avez écrit, parce que vous l'avez fait quand même à plusieurs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important, parce qu'en médecine, lorsqu'on est malade chronique, on est malade chronique. Quand vous êtes hypertendu, vous êtes obèse ou vous êtes diabétique, dans l'immense majorité des cas, les médecins ont intégré que la personne, elle va être sur ce fil de vie, quoi. Hein, elle va rester malade chronique et elle va prendre des médicaments, elle va avoir des complications, et elle va avoir son suivi le mieux possible, quoi. Et ce qui était écrit, et en plus c'est une réalité, c'est que le sport santé permettait de changer cet itinéraire, quoi. C'est quand même très fort pour une action de santé publique, quoi, hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir une prescription, de rencontrer un enseignant d'activité physique adaptée, un éducateur sportif, le fait d'être avec d'autres dans une activité physique, en dehors de l'élément purement sanitaire, elle permet de changer cet itinéraire qui était quasi inscrit dans l'histoire de la personne, quoi, voilà. Et donc ça, moi j'ai beaucoup utilisé, hein, pour dire que c'était un élément, voilà, de rupture, une puissance aussi pour dire la force de ce dispositif, et aussi, bien sûr, avoir des moyens, notamment des moyens de l'État, même si on les attend encore au niveau national, comme quoi, nécessaire mais pas suffisant sur le choix politique, hein, puisque on en reparlera tout à l'heure, mais on est aujourd'hui toujours dans un entre-deux sur la reconnaissance du sport santé en France, même s'il y a eu une loi. Et peut-être alors, pour avancer, dire que justement cette coopération-là, liée à ce travail, à cette commande de l'ARS, a été beaucoup plus loin. On parlera après peut-être quand même du travail sur l'obésité dans les quartiers, parce que ça c'était aussi un autre travail qui a été fait, qui est aussi très très important sur un autre dispositif qui s'appelle Précoce, prise en charge précoce des enfants obèses et en surpoids. Mais redire que du coup cette coopération s'est mise en place aussi avec le fait que lors des assises, donc vous savez qu'à Strasbourg on fait les assises du sport santé tous les 2 ans, là on les a fait virtuelles, donc l'année prochaine je vous invite tous aux 10 ans du sport santé à Strasbourg en 2022, on assise en espérant que le virus nous laisse tranquille et qu'on puisse vraiment être ensemble. En fait, les étudiants de la fac participent bien sûr massivement aux assises, mais une partie participe encore plus activement puisqu'ils sont des sortes de rapporteurs des ateliers et c'est dommage qu'on n'y ait pas amené aujourd'hui, ils réalisent un livret qu'on fait sur ces assises en illustrant les différents ateliers. Voilà, donc ça c'était. J'ai essayé de faire avec la santé, j'ai pas réussi. Hein. On a eu beaucoup de mal, pourtant, voilà, mais on n'a jamais réussi à avoir la balance. Il faudrait, hein, ça serait vraiment bien qu'on ait aussi. Ils viennent, mais on n'avait pas réussi à structurer ça. Donc c'est encore quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Voilà, donc on voit que en partant
d'une commande, d'une évaluation de l'ARS, on arrive aussi à des choses qui sont beaucoup plus structurelles. On parlera bien sûr aussi de Pauline Blanc, des chiffres et tout ça, mais que du coup les liens qui se créent vont plus loin que le seul rapport. Je te laisse continuer. Oui, alors, je ne sais pas, peut-être que l'animateur... Oui, j'ai quelques remarques peut-être pour réorienter un petit peu les prises de parole sur les thématiques liées à l'atelier. Je voudrais revenir un petit peu sur l'usage de la cartographie quartier prioritaire de la ville. À partir de quel moment c'est intervenu? Est-ce que c'était dans vos boîtes à outils déjà dès le départ, en termes de pensée? C'est-à-dire qu'on va penser la ville à partir de la politique de la ville et de la cartographie, ou bien alors c'était intervenu dès le contrat avec la ville? Alors, il y a deux éléments de réponse. D'une part, nous, on était persuadés qu'il fallait travailler sur les inégalités sociales de santé. Voilà, parce qu'on le sait, enfin, on connaît les grandes enquêtes nationales, hein, on sait que l'obésité et le surpoids est plus élevé dans les quartiers populaires, toutes les grandes enquêtes de sociologie le montrent. On sait que selon les catégories sociales, plus on va vers les fractions les plus précaires, les plus populaires, moins il y a d'activité physique, notamment pour les femmes. On connaît tout ça, ce sont les grandes enquêtes qui le disent. Donc on est parti vers cette hypothèse-là. Et d'autre part, il y avait des médecins prescripteurs aussi qui prescrivaient à partir des maisons de santé. Il y en a une à Onehof qui a beaucoup prescrit, et aussi dans ces quartiers-là. Et donc on a rencontré beaucoup de patients qui venaient de ces quartiers parce qu'il y a eu une prescription aussi, parce qu'on savait que c'est dans ces quartiers-là qu'il y avait un taux de sédentarité élevé, qu'il y avait des maladies chroniques, enfin, que ce soit le diabète, les maladies cardiovasculaires et surtout l'obésité. Tout ça était plus fort dans ces quartiers. Donc il y avait une hypothèse, puis en même temps une réalité de pratique des médecins. Il y a un deuxième élément qui saute aux yeux et qui est vraiment inscrit dans ce colloque, et qu'Alexandre Fels ne peut pas dire, c'est que c'est quand même très spécifique sur Strasbourg d'avoir un élu avec une culture scientifique qui est à la fois médecin. Voilà, ça a quand même orienté la relation, ça a quand même été une spécificité, une singularité locale, presque, hein, qu'on peut trouver dans d'autres grandes villes, éventuellement. Et il me semble quand même que Strasbourg a cette singularité d'avoir eu cette action impulsée par un profil d'adjoint très spécifique. Alors voilà. Je peux dire un mot, ensuite il peut répondre. C'est vrai que les médias ont souvent présenté Alexandre Fels comme le monsieur sport sur ordonnance, qui a été très volontaire dans la mise en place dans ce dispositif, ce qui n'est pas le cas forcément dans de nombreuses villes. Et donc je pense qu'il a effectivement il a impulsé, mais après c'est à lui de dire, parce que je crois qu'il y avait une équipe municipale aussi qui était volontaire, enfin il me semble à l'époque. Mais il y a eu changement de municipalité et puis le processus continue. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu plusieurs dispositifs où on est intervenu. Hein. Alors il y a Sport Santé sur ordonnance, il y a aussi Précoce qui est une prise en charge des enfants, des adolescents dans les écoles primaires par des nutritionnistes, par des éducateurs médico-sportifs, etc. Ça aussi, on l'a étudié. Et puis, la dernière étape, c'est les maisons de sport santé. Ce sont 3 dispositifs à partir desquels nous avons fait un travail d'étude. Donc le deuxième, on n'en a pas parlé, mais on a obtenu un financement aussi avec le laboratoire SAGE, notamment Christian Bonnat, pour travailler sur les quartiers prioritaires de la ville. Nous, pour vérifier si la prévention par l'activité physique fonctionnait dans ces quartiers, Christian Bonnat, lui, travaillait davantage sur la relation thérapeutique dans les quartiers prioritaires. Et donc, nous avons poursuivi une enquête avec un financement de l'ARS et en partie un financement de la ville. Et nous avons aussi des résultats. On a terminé il y a quelques mois ce rapport. Et pour terminer, peut-être de dire que dans toutes ces actions, moi j'ai toujours tenu à ce que des étudiants, des doctorants soient impliqués. Que ce soit des étudiants de master ou des doctorants. Nous avons ici Pauline Blanc qui est doctorante en CIFRE, c'est-à-dire qu'elle est financée par la NRT et en partie par la ville pour faire sa thèse qui porte sur la mise en œuvre de la nouvelle politique de la maison du sport santé.
Mais il y a deux autres doctorantes qui ont travaillé, l'une sur sport santé sur ordonnance et l'autre sur Précoce, qui est le dispositif pour les jeunes. Donc il y a une manière, ce que ne font pas les cabinets d'expertise. Il y a aussi pour nous un souci de formation par la recherche. Et on a toujours voulu moi j'ai toujours voulu le faire. En 2012, avant les états généraux du sport, peut-être Michel va en parler aussi, on a toujours associé des étudiants de master, pas avant parce qu'en licence c'est un peu compliqué, mais master, et des doctorants. Donc il y a un souci de formation à la recherche par la recherche. Très bien. J'avais vu que vous aviez écrit un article voilà, quelques années sur le profil des adjoints. Voilà, est-ce qu'il y a du lien qu'on peut faire aussi? Alors c'était sur les adjoints au sport, hein, sur l'activité au niveau du sport, mais qu'est-ce que vous pouvez dire Je ne pensais pas parler de ça, mais puisque vous le suggérez, effectivement, j'ai travaillé à partir des sites internet sur simplement les attributions des adjoints et de voir de quoi s'occupaient les adjoints au sport, est-ce qu'ils s'occupent que de sport ou d'autres attributions, et surtout quelle place ils ont dans la hiérarchie interne aux exécutifs locaux, puisque, sauf dans un cas des plus de 320 cas que j'ai étudiés, dans un seul cas, il n'y avait pas d'ordre hiérarchique. Et en essayant d'enquêter dans cette commune de manière un peu plus approfondie, je me suis aperçu que c'était une volonté de masquer cette hiérarchie, mais qu'elle existait réellement, malgré le fait que sur le site internet, elle n'apparaissait pas. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, et ce qui m'a étonné quand même, je pensais que les adjoints au sport étaient moins, entre guillemets, politisés que les autres adjoints, éventuellement, et je me suis aperçu qu'ils le sont tout autant que les autres, que ce sont des hommes politiques, et qu'il y a des enjeux à l'intérieur des exécutifs locaux qui font que certains adjoints au sport n'ont peut-être, certains rares peut-être, n'ont pas d'ambition spécifique. Voilà, ils ont été choisis comme, par exemple, un ancien président d'une association qui a une compétence particulière dans ce domaine et qui devient adjoint comme ça. Mais d'autres passent par ce biais de l'adjoint au sport pour s'occuper ensuite d'autres affaires et essayer de grimper dans la hiérarchie interne au sein de l'exécutif. Voilà, donc ce qu'on peut dire grosso modo, c'est que les adjoints au sport sont dans une sorte de moyenne. S'il y a par exemple 10 adjoints, ils vont être plutôt au milieu des adjoints, ils ne vont pas être premier adjoint ni dernier. Sauf dans le cas de Paris, c'est le dernier, c'est le 36e adjoint, c'est l'adjoint au sport, pas dans cette municipalité, dans la précédente. Et qu'il faut dire que l'écart à cette moyenne est quand même important, c'est-à-dire qu'on a quand même quelques cas d'adjoints qui sont plus haut placés, d'autres qui sont moins bien placés. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un poste qui est très masculin, mais qu'il y a quand même un adjoint sur 4 qui est une femme. Et pour moi, ce n'est pas une volonté particulière des maires qui choisissent un petit peu leurs équipes, du moins qu'ils les choisissaient pendant longtemps. Ce n'était pas une volonté forcément des maires, c'était une nécessité parce que depuis la loi sur la parité, vous avez un homme, une femme également parmi les adjoints. Et donc, il faut bien donner à un moment donné des postes aux femmes. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a autant, 25%, autant d'adjoints femmes au sport. Voilà, je ne pensais pas parler de ça du tout. Je veux bien revenir sur ça. Ouais. C'est assez intéressant. Alors, il y a 2 grandes associations nationales sur les élus. Il y a l'ANDES, ça c'est l'Association nationale des élus du sport. Et puis, il y a le réseau français des villes santé de l'Organisation mondiale de la santé. En gros, c'est l'association des adjoints à la santé et l'ANDES. Vraiment, clairement, en tout cas au niveau des dirigeants, il n'y a que des hommes à l'ANDES. Hein. Il n'y a vraiment que des hommes à l'ANDES, clairement. Hein. Je ne savais pas que c'était 1 sur 4, mais en tout cas, en termes de... Moi, j'en ai jamais rencontré des représentants de l'ANDES qui soient des femmes. Alors qu'on travaille avec eux maintenant, d'ailleurs, les assises du sport santé sont co-organisées par l'ANDES, donc l'association des élus du sport, et par le réseau français des villes santé de l'OMS. Par contre, à la santé, il n'y a que des femmes, hein, quasi que des femmes sur la santé, et quelques médecins, hommes, en fait, hein, un peu comme ça. Voilà, donc c'est assez intéressant. Alors, sur la question, ça c'est, alors, je
je vais digresser, mais c'est quand même c'est la politique, c'est assez intéressant. Moi, quand je suis arrivé là-dedans, je n'étais pas membre d'un parti, voilà, j'étais ce qu'on appelle la société civile à l'époque, et on avait choisi non encarté. On m'a demandé sur de quoi je voulais m'occuper, en fait, hein, que ce soit les collègues ou le maire. Bon, pour moi, c'était bien que c'était la santé. Et alors, je leur demandais, mais et toi? Et ils répondaient, pour moi, ça m'est égal, il faut que ça soit quelque chose d'exposé. Voilà, en fait. Ça, c'était assez intéressant. Et après, il y a un deuxième concept qui est assez impressionnant, quand même, qui est assez impressionnant, qui est de dire qu'il ne faut pas être compétent techniquement sur le sujet pour être adjoint et faire de la politique. Ça, c'est assez bizarre, mais c'était quelque chose qui était très ancré. Je ne sais pas si ça l'est encore maintenant, mais ça l'était, en fait, hein, de justement ne pas permettre à des gens qui ont une connaissance sur le sujet à devenir adjoints à ces structures. La population ne comprend pas très bien ça, mais dans les cercles politiques, c'était quelque chose d'assez structuré, en disant que c'est les techniciens qui ont ce savoir technique et que l'élu ne devrait pas en avoir, voilà, pour pouvoir avoir la vision. Voilà. Donc voilà, c'est assez intéressant ces questions qui se posent. Et sur la question, souvent moi je réfléchis encore à ces questions de comment les choses arrivent dans l'espace public, l'espace politique, qu'est-ce qui devient politique et tout ça. Et vraiment, il y a très peu de choses objectives. Hein. C'est assez désespérant. Assez désespérant. D'où l'importance, je pense, de vraiment, à tous les niveaux, de faire ce travail avec les universités, avec la science, avec ces éléments-là, avec tous les guillemets que j'ai déjà mis tout à l'heure. Hein. Mais ça me semble vraiment très très important. Et il ne faut pas que ce soit que les étudiants de Sciences Po qui fassent le travail sur les questions politiques. Hein. Je pense que c'est, bien sûr, là on est sur les questions du sport. Vraiment, les questions du sport, en dehors du sport santé, ce sont des questions très sociétales, que tu l'as dit. Et quand tu as dit tout à l'heure, il y a des inégalités sociales de santé. En fait, les inégalités d'accès, on n'en parle pas beaucoup, ça, hein, quand même. Bon, toi, tu en parles, vous en parlez, mais dans l'axe politique, ça ne s'en parle pas beaucoup. Les inégalités sociales de santé sont beaucoup des inégalités d'accès à l'activité physique et sportive. Hein. Beaucoup, hein, si vous voulez. Hein. Et très sur le genre, par exemple. Hein. On a eu cette discussion-là, ça c'était assez, je ne sais pas si tu avais vu, de dégenrer les cours d'école. Hein. Vous savez que, vous êtes encore jeune, en tout cas moi je me rappelle très bien, c'est que le centre de la cour de récréation, c'est souvent un terrain de foot. C'est souvent un terrain de foot. Hein. Donc il y a eu des études hein, qui ont été faites, pas forcément ici, mais pour montrer que du coup les hommes prennent la possession de cela au centre et les femmes sont plutôt, les filles sont plutôt sur le côté quoi en fait. Hein, et que du coup le fait de changer ça, c'est-à-dire d'enlever le terrain de foot et de le mettre un peu à l'air, ça change complètement la question de l'organisation. Là aussi, on a eu un débat assez chaud hein, de nos amis de la droite, hein, en disant que c'est un scandale, ce qu'on fait. Et nous, dans notre équipe, ça c'est aussi intéressant peut-être, dans la nouvelle équipe avec Jeanne Darzeguian, il y a énormément d'universitaires. Même un peu trop, je trouve, au sens de la représentation, mais c'est comme ça. On a beaucoup hein, de doctorants, pas forcément médecins, hein, mais il y a vraiment beaucoup de gens. Et donc du coup, on sait, comment dire, on sait, on a dit, il y a des études, il y a des machins et tout, mais ça ne marche pas en politique. Ils s'en foutent complètement de ça. Ils s'en foutent complètement. C'est leur perception ou leur vision politique qui est pour eux plus puissante que ces éléments. Ils ne l'entendent même pas et ils ne le prennent même pas en compte dans les éléments du discours. Mais du coup, moi, j'ai pu, alors, je m'en sers vraiment, hein, j'ai pu dire, de ma place de politique et qu'il y avait des grandes inégalités sociales. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on travaille sur la sédentarité et l'inactivité physique et l'accès au sport, les filles disparaissent quasiment hein, des clubs à partir de 16 ans, notamment dans les quartiers populaires, et c'est une vraie réalité, ça. Donc, je ne sais pas si ça a été entendu, mais en tout cas, je m'en suis servi et j'ai réappuyé. Alors, des collègues plus sociologues s'étaient appuyés aussi sur des études sociologiques pour faire cela. Donc voilà, donc c'est une petite digression, mais qui me semble assez intéressant quand même dans le thème d'aujourd'hui. Ça permet en fait de montrer que le profil ou la sociologie du groupe des élus est peut-être en train de se transformer.
Peut-être qu'il y a une apparition de profils davantage avec des diplômes universitaires, au moins avec des éléments de culture scientifique qui expliquent une partie de l'orientation de la collaboration avec le monde académique. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose à ces réflexions. C'est que ont été évoqués donc, les fonctionnaires territoriaux, à l'aspect technique, mais je pense que ça va plus loin que l'aspect technique, et qu'il y a un certain danger à ce que l'adjoint ne connaisse rien à son domaine, parce que s'il n'y connaît rien, il va se faire déborder par les experts qui sont fonctionnaires territoriaux, et qui risquent d'imposer d'une manière parfois, je pense, rarement brutale, mais de manière détournée. Il y a une manière de présenter les choses qui font que si on ne connaît pas un petit peu le domaine, on va suivre un peu l'injonction des fonctionnaires territoriaux. Alors j'en profite parce que justement il y aurait dû avoir un fonctionnaire territorial présent, donc Ludovic Huck, que certains d'entre vous connaissent, bien sûr. Et il n'a pas pu venir, et je pense une bonne partie du service des sports, parce qu'il y a une figure du service des sports de la ville de Strasbourg qui est décédée mercredi dernier et qui est enterrée aujourd'hui. Et donc je pense qu'une très grande partie du service des sports se trouve à Célestat en ce moment pour lui rendre hommage. Et donc il se trouve que j'avais travaillé avec Ludovic Huck au préalable pour préparer ce table ronde, donc je peux évoquer ce qu'il m'a dit. Donc il m'a dit que le service des sports, et notamment la direction du service des sports, a une première préoccupation, c'est celle d'appliquer la politique et l'orientation politique des élus, et en l'occurrence de l'adjoint au sport. Alors ça peut être l'adjoint ou ça peut être le vice-président de l'Eurométropole. Vous savez qu'il y a une spécificité ici à Strasbourg, c'est que les fonctionnaires travaillent pour les deux. Donc ils ont deux élus en charge des sports qui leur donnent quelque part des injonctions, etc., avec qui ils discutent en tout cas. Et ce qu'il m'a dit de l'option principale qui est actuellement en réflexion, c'est le déséquilibre constaté dans l'accès aux pratiques, ça a été dit, le déséquilibre en termes entre filles et garçons, entre quartiers populaires, quartiers aisés, il y a plein de déséquilibres. Bon. Et donc, la volonté du service des sports de recourir, parce que c'est quand même ça qui est en jeu, le rapport entre le monde politico-administratif, on va dire dans ce cas-là, et le monde de la recherche. Donc, le fait que le service des sports et les adjoints aient recours, sous forme d'une convention, là, qu'on a signée il n'y a pas longtemps, à un laboratoire de recherche, c'est pour objectiver ces inégalités. Pour ne pas en rester à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Feld, c'est on m'a dit que, ou j'ai entendu que, ou j'ai vu que, ils ont vu voilà. Des rats partout. Voilà. La ville est sale. Donc c'est le souci d'objectiver. Mais il faut bien que vous sachiez que ce souci d'objectiver un regard, il n'est pas fréquent parmi les élus et parmi les fonctionnaires. Il est présent à Strasbourg, il est peut-être présent dans des grandes villes, dans des petites villes aussi, mais ce n'est pas le cas majoritaire. Il faut savoir que c'est assez rare. Ce qui est plus fréquent, je l'ai dit hier après-midi dans mon intervention, c'est le recours à des expertises, mais à des cabinets d'expertise qui vont faire le travail, le job, pour un montant investi, pendant un temps donné, rapide, pour donner des résultats, mais qui ne sont pas scientifiques, qui sont des expertises, certes. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il m'a dite, c'est qu'ils ont besoin, par rapport au dispositif qu'ils ont mis en place, ils ont besoin d'évaluation. Eux n'ont pas le temps, ils sont tout le temps dans l'action, etc., tout le temps dans des nouveaux projets, et ils n'ont pas le temps de faire des évaluations, des diagnostics approfondis. Et là aussi, ils ont recours ils ont eu recours à notre laboratoire parce qu'on avait des liens qui sont presque historiques maintenant, qui dépassent les clivages gauche-droite. Pendant la période de la droite, il n'y avait pas de. Oui, bon, allez, on n'avait pas de contrat. Qui dépasse pas les. Très bien, très bien. Je peux vous le dire, parce que j'ai connu. Pendant cette période-là, moi, j'étais pas là, j'étais à Reims en tant que maître de conférence. Donc j'ai suivi toute l'histoire, mais c'est la période avec Grossman et Keller, on n'a pas eu de contrat. Ah, voilà, donc. Ça, c'est fait. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, je vais de l'autre côté. Maintenant, je vais parler en tant que chercheur, en tant qu'enseignant-chercheur, avec William Gasparini.
De notre côté, on a des injonctions, on a des intérêts aussi. Il faut savoir que dans chacun des mondes, il y a des intérêts, des profits, des injonctions qui nous viennent de divers endroits. Hein. Chez nous, on a des injonctions de plus en plus à dire que les chercheurs ne sont pas inutiles, ils sont utiles pour la société. Donc, on va nous inciter à s'ouvrir à la société civile, aux institutions publiques, également aux entreprises privées, etc. Et donc, il faut qu'on prouve qu'on est utile. Alors, pas chaque jour. Hein, dans notre pédigré, quand on fait le bilan de notre action, il faut qu'il y ait de temps en temps une ouverture et donc ce genre de contrat passé avec des institutions publiques ou privées. Donc des partenariats. Le problème, c'est que quand on passe des partenariats, et que c'est surtout avec plutôt le côté gauche de l'univers politique, eh ben on risque de nous dire « Ah mais attention, vous avez une tendance politique, vous n'êtes plus des vrais scientifiques puisque vous travaillez qu'avec la gauche ou bien les écologistes. » Enfin, en ce moment, c'est quoi? C'est un mélange. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une liste citoyenne, entre guillemets, qui avait été... C'est Strasbourg, écologiste et citoyen. Écologie et citoyen, voilà. Je vous dirai après. Mais le problème pour nous, c'est qu'il ne faut pas qu'on apparaisse comme ayant un parti pris. Parce que sinon, on va nous dire, voilà, on n'est plus des vrais scientifiques, on a une idéologie. Voilà. Ça, c'est donc cette suspicion de cautionner les politiques, c'est quelque chose dont il faut qu'on se démarque. Et on risque, non pas dans le champ politique, d'être cautionné comme ça, mais c'est aussi à l'intérieur du champ scientifique qu'on risque d'être dévalorisé à cause de ça. Je me rappelle, par exemple, d'une très grande scientifique qui s'appelait Agnès Acker, que beaucoup d'entre vous ne connaissent plus, qui était à l'origine du planétarium de Strasbourg. Elle était reconnue, très reconnue dans le monde entier presque, hein, enfin, en tout cas en France et dans l'Europe, pour sa capacité à vulgariser la science. Mais à l'intérieur du champ scientifique, elle était dévalorisée. Quelqu'un qui fait trop de vulgarisation, il est dévalorisé. Je veux dire, notre valeur dans le monde scientifique, elle n'est pas faite par les contrats qu'on a avec la ville de Strasbourg. Elle est par les publications dans des revues scientifiques les plus haut placées dans la hiérarchie des revues scientifiques. Tout le reste a très peu de valeur. Voilà. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, il y a une autre chose, c'est qu'on est chercheur, mais on est aussi enseignant-chercheur. Donc là, vous êtes des masters, d'anciens qui sont en doctorat, etc. Nous avons aussi des étudiants à faire travailler. Le fait de passer des contrats comme ça nous permet de proposer aux étudiants des enquêtes sur lesquelles travailler, de proposer des stages liés à ces enquêtes. Et ça, c'est une manière pour nous aussi d'avancer sur le plan de notre partie enseignement. Et ça fait le lien entre l'enseignement et la recherche. Donc vous voyez, on a des intérêts très très différents et qui peuvent se rencontrer. Et c'est la première chose que m'a dite Ludovic Huck au moment où on a préparé ensemble cet atelier, c'est que nous avons des intérêts croisés. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Moi, ça me fait penser à quelque chose dont on parlait tout à l'heure. Vous parliez de la formation initiale de nos étudiants, et je pense également à la formation continue des fonctionnaires territoriaux. Est-ce qu'il y a cette idée de rattacher aussi cette collaboration ville-recherche avec la GRH, quoi? Avec la GRH, avec l'idée de penser aussi les résultats de la recherche en termes de contenu à transmettre dans le cadre d'une politique de formation continue? Alors, la formation continue, c'est les rapports qu'on a avec le CNFPT et l'INET, qui est le centre de la fonction publique territoriale et l'Institut national, les études territoriales. Et chaque année, alors c'est vrai qu'on a eu du mal un petit peu à imposer ce qu'on proposait comme véritable formation. Ça demande un investissement plus lourd aussi de faire une véritable formation. Mais chaque année, sauf l'année où il y a eu le confinement, mais nous organisons d'ailleurs en collaboration avec les masters une journée d'études thématiques où on invite des élus, on invite des fonctionnaires territoriaux de tout le Grand Est, en collaboration aussi avec l'ANDIS, qui est une association de directeurs de services des sports ou de structures de sport. Et c'est reconnu par le CNFPT comme journée de formation.
Mais à part ça, on fait pas, à part nos interventions à nous, on intervient aussi à l'INET, etc. Donc on intervient, mais c'est pas une formation en tant que telle. Je pensais également à cette modalité de formation universitaire par l'apprentissage. C'est-à-dire que les collectivités peuvent être aussi des entreprises qui portent l'apprentissage en collaboration avec nous, quoi, avec l'université. Alors, on n'a pas formalisé jusque-là, mais effectivement, ce que dit Michel, ça fait quelques années que nous organisons avec l'ANDIS et l'INET et le CNFPT des journées considérées comme des journées de formation, et on négocie le sujet ensemble. C'est-à-dire que l'ANDIS fait une enquête auprès des adhérents, il y a un sujet qui sort, et ensuite nous, on le reformule. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons organisé, ce dont parlait Alexandre Feller, une thématique qu'avec Michel on estimait d'actualité, sur les territoires sportifs sexués dans la ville. Parce qu'on a remarqué dans nos enquêtes, etc. Et donc, on a porté le débat, alors que ça ne venait pas forcément du terrain, mais nous, on a imposé une thématique sur le fait que dans la ville, il y a des espaces sportifs réservés aux hommes et pas aux femmes, qu'il y a des inégalités de genre, etc. Et que dans les espaces mis en place par la ville, les filles et les femmes n'y vont pas forcément, comme les city-stades, enfin, les espaces auto-organisés. Il y a ça. Ensuite, sur le contrat qu'on a eu sur l'obésité dans les quartiers, nous avons organisé des journées de restitution des enquêtes avec les professionnels du service du sport et du service de la santé. Et c'était considéré par eux, donc ils ont été dégagés de leurs obligations professionnelles, ils ont participé à la journée, et ils considéraient ça, et ils ont trouvé ça très intéressant, enfin ils nous l'ont dit, comme une sorte de formation, parce qu'on leur a présenté les résultats d'enquête, on a débattu, et donc ça leur changeait de leur quotidien, et puis ils prenaient un peu de distance, parce qu'ils n'ont pas le temps, comme on dit, de faire l'évaluation de leur politique publique, et nous, on leur apportait un peu cette compétence-là. William, est-ce que vous avez organisé des restitutions vers les enquêtés? Oui, alors ça on l'a fait justement sur l'enquête auprès des personnes habitant le quartier du Neuhof, parce qu'on a pris le Neuhof qui pour nous était considéré comme un laboratoire, au sens des sociologues de l'école de Chicago, un laboratoire d'études, et nous avons investigué ce quartier. Nous avons fait des restitutions. Donc il y a eu avec Sandrine Knobé, on a fait ça, des rencontres café et je ne sais plus comment on a appelé ça, rencontres gourmands, où en même temps c'est un programme de nutrition, et on rencontrait les femmes des quartiers qui avaient participé à l'enquête, et puis on leur restituait ce qu'on a fait, et puis on faisait une sorte de, comment on appelle ça, une enquête collective. Un focus group. Un focus group, voilà, on faisait en même temps un focus group parce qu'on se servait aussi pour recueillir de l'information. Donc on l'a fait dans la mesure du possible. Mais il y a eu le Covid là-dessus, donc à un moment c'était, on avait plein de projets, mais on n'en a pas fait plus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques d'ailleurs dans l'auditoire? Est-ce qu'il y a des questions, des thématiques qui vous intéresseraient particulièrement? Oui. Bonjour, donc déjà merci pour l'intervention. Justement, moi, pour mon mémoire de master, je travaille justement sur les questions d'inégalité de genre dans le sport dans l'Eurométropole. Et du coup, notamment de ce que j'avais lu sur sport santé sur ordonnance, c'était le fait que les femmes bénéficient, il me semble que c'est même plus que 60%. 70 actuellement, ouais, il me semble. Allez-y, finissez. Et du coup, ce constat-là, est-ce qu'il va plus mener à des actions plus concrètes, peut-être plus ciblées vers les femmes, comme il y a pu y avoir des actions plus ciblées vers certains quartiers? En tout cas, donc, ce qu'on peut dire, c'est que naturellement, les femmes font aujourd'hui moins d'activité physique, moins de sport, qu'elles soient de façon structurée ou pas, pour X raisons, c'est un vrai sujet à le faire. Que lorsqu'on met en place une action de santé publique, en passant par le médecin traitant et avec une ordonnance d'accompagnement, du coup, on renverse les choses. Pourquoi on renverse? Parce qu'on sait aussi
que les femmes ont plus accès, notamment à la médecine générale, hein, vont plus avoir recours aux soins que les hommes, et que du coup, cette ordonnance et ce passage par le médecin rééquilibre quelque part ce non-accès. Donc c'est très puissant à nouveau comme expérience. C'est partout en France. Hein, partout en France, on a ces réalités-là autour de la prise en charge de plus de femmes grâce à l'ordonnance. Alors c'est aussi peut-être l'accompagnement, le collectif, voilà, toutes ces choses-là qui sont genrées en France et qui font cela. Bon, on a aussi des hommes, hein. Donc du coup c'est une façon de réduire un peu ces inégalités que d'avoir une action comme telle. Voilà. Donc si on va plus loin dans la réflexion, on voit qu'il faut une action volontariste pour contrer cette inégalité pseudo-naturelle, en tout cas sociétale actuelle par rapport aux femmes. Après se pose la question, alors j'ai pas de position, même si j'ai évolué sur ça, c'est un sujet à mon avis qui n'est pas partagé par tous les élus de notre majorité. C'est une vraie question, à mon avis, ce sont les créneaux non mixtes. Voilà, il y a des pratiques privées qui se développent, hein, vous le savez, hein, notamment des structures de sport, salles de sport qui sont dédiées aux femmes. À Haute-Pierre, notamment, je sais qu'il y en a une, mais il y en a sans doute d'autres que je ne connais pas. Il y a de temps en temps des demandes. Je m'occupe aussi de la rénovation des bains municipaux. Donc là, on a des demandes, pour l'instant, sur les bains romains, en fait, hein, de créneaux non mixtes. Alors, il faut savoir que dans l'histoire des bains municipaux, hein, l'histoire, pour le coup, là, il faudrait carrément l'heure et demie, mais de façon synthétique, depuis 1908, il y a ce qu'on appelle le petit bain, qui est le bain des femmes, et le grand bain, qui est le bain des hommes, hein, en fait, hein, et qui est dessiné comme tel, hein, c'est-à-dire un plus petit, en courbe, et l'autre plus massif, grand, voilà. Allez-y, hein, je pense que l'histoire est là, hein, créée pour l'hygiène, la santé et le sport en 1908, en période dite allemande, avec l'architecte Fritz Beblo. Et au fil du temps, ces choses ont resté, hein, c'est-à-dire que les créneaux non mixtes ont perduré très longtemps, très longtemps. Et très récemment, il y avait encore des créneaux non mixtes. Il y avait même des créneaux qui étaient dédiés à une religion, qui n'est pas la religion dont on parle tout le temps comme communautariste, mais qui, voilà, c'était la communauté israélite qui avait privatisé pendant une dizaine d'années une partie des bains avec des pratiques particulières, je ne vais pas aller plus loin que cela. Et il y avait aussi des créneaux non mixtes pour la piscine, pour les femmes. Pour l'instant, dans le projet tel qu'il est porté, il n'y a plus de créneaux non mixtes, mais il y a des demandes pour les bains romains, qui sont une petite partie, hein, sur cela. Pour l'instant, même s'il y a des discussions dans notre majorité, moi je n'ai pas pu être là la dernière fois, mais il paraît que ça a chauffé, c'est de dire que la piscine et les bains sont mixtes, mais qu'il y a des créneaux non mixtes, en fait, hein, qui pourront se mettre en place, comme aussi, alors, pas tellement, donc ça, c'est quand même lié, mais c'est la question de la nudité. Alors maintenant, on ne dit plus de nudité, on dit avec textile ou sans textile. et donc, de savoir s'il y aura, puisque historiquement, les bains romains étaient nus. Voilà. Et alors, c'est assez intéressant dans la représentation. On a une direction de service public avec une structure qui s'appelle Equalia, qui est une structure qui gère des piscines dans le reste de la France. Et eux, ils nous regardent avec des gros yeux, hein, quand on dit que voilà, il y a une culture germanique, bassin-rhénan, d'être nu dans les bains. Ils nous regardent bêtes, quoi. Et ils nous disent, mais vous vous rendez compte, c'est ouvert à 16 ans, avec tous les problèmes, machin, tout ça. Donc il y aura aussi, je pense, des créneaux sans textile dans les bains romains. Voilà. Donc, mais c'est des choses passionnantes. Alors, avec aujourd'hui, vous avez vu dans les discours qui existent en pré-campagne présidentielle, vous voyez un peu les récupérations et les dérapages qui peuvent exister sur cela. Donc c'est très sensible, ces questions, mais c'est des questions tout à fait
passionnante, hein, mais qui nécessite, pour moi, la politique, c'est ça, c'est bien de l'intervention, je dirais presque de l'intervention, oui, de l'intervention publique, lorsqu'on a fait le diagnostic en médecine et en politique, il faut pouvoir engager un traitement, voilà, et amener des actions. Je voulais ajouter donc à ce qu'a dit Alexandre Fels, c'est que le fait que par exemple les femmes ont recours plus effectivement aux médecins, Luc Boltanski le disait déjà dans les années 70, avait montré, et ça a continué donc, comme ça, mais elles ont aussi moins tendance à faire du sport de compétition. Par exemple, ça on le sait aussi depuis très longtemps. Et je voudrais mettre ça en rapport avec le fait qu'un jour, j'ai été invité dans les journées nationales de l'Andis qui se passaient à Lyon il y a quelques années. Et je n'ai pas résisté à l'envie, parce que j'avais quand même 150 directeurs de structures sportives ou de directeurs des sports face à moi. Alors peut-être pas tous directeurs, des adjoints, etc. Et j'ai fait un sondage comme ça à la volée. Je n'ai pas résisté en leur demandant qui étaient d'anciens champions sportifs. Et plus de 80% ont levé le doigt. Ça veut dire qu'il y a dans le recrutement des gens qui dirigent les services sportifs. Et quand je mets ça en rapport avec le fait qu'ils ont un rôle politique pour moi, même s'ils doivent le nier, puisqu'un fonctionnaire n'a pas à avoir un rôle politique, mais ils en ont un de fait, eh bien quand on voit qu'ils sont issus de l'idéologie sportive dominante, elle est plus dominante maintenant dans certains endroits, mais qui a été longtemps dominante, c'était le sport de compétition, le sport fédéral, etc. Eh bien, là je ne parle pas de Strasbourg, hein, je parle en général en France, hein, eh bien, on peut s'interroger sur leur capacité à s'ouvrir à d'autres types de pratiques physiques. Et là, justement, Strasbourg est un exemple inverse. Depuis déjà pas mal de temps maintenant, ils ont ouvert les yeux sur toute cette partie de la population, d'une part, qui pratique régulièrement de l'activité physique sans faire de sport, ou qui pratiquent du sport ailleurs que dans les clubs, pas seulement dans les structures privées, hein, également de manière autonome, auto-organisée. On disait ça sauvage à l'époque, hein, ou inorganisé, alors qu'ils s'organisent, ils sortent ensemble, ils vont faire du sport entre eux, donc c'est de l'organisation particulière, mais aussi qui se sont intéressés à tous ceux qui ne font pas d'activité physique. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve, une avancée presque politique, puisque qu'est-ce qu'on demande aux politiques ? Eh bien, de prendre en compte l'ensemble de la population, pas seulement une partie de la population. Alors, juste peut-être illustrer et mettre un bémol et puis parler de la personne qui est morte, parce que c'est Pascal Leburg, oui. C'était un sportif de haut niveau, hein, un basketteur qui a été professionnel notamment à Monaco, qui s'est ouvert vraiment clairement lui. Par contre, on a quand même un directeur qui est un ancien entraîneur de très haut niveau aussi de basket. Et voilà, donc c'est encore très très présent ce que vous avez fait comme test. Et on le sent, alors je ne le sortirai pas avant la fin de mon action politique, mais un jour je le sortirai, hein, c'est-à-dire que on fait des notes en politique, c'est terrifiant. C'est-à-dire que quand vous voulez faire quelque chose, vous faites une note. Alors c'est, on va dire, le chargé de mission qui fait la note, ça monte jusqu'au directeur, ça redescend aux élus, bon, ça met des années ce truc. Et toutes les notes sur le sport santé ont eu des avis négatifs de tout le monde, de tout le monde, de tous les directeurs, de tous les chefs de service, de tout le monde. Hein. Et c'est clairement le maire, Roland Ris à l'époque, hein, qui a dit on le fait quand même, hein, parce que la note était négative, avec un discours très simple, de dire c'est pas nos compétences. Alors ça c'est un truc très classique hein, en politique, quand on veut pas faire, on dit c'est pas nos compétences. Donc pourquoi ? Parce qu'il y a le mot santé, donc la compétence c'est l'ARL, c'est la sécurité sociale, c'est pour nous. Et ce qui est incroyable, c'est que un jour, peut-être quelqu'un fera ce travail. En 2012, de 2012 à 2013, on a des centaines d'interviews. Moi, je fais tous les 20 heures de toutes les télés. On fait mais incroyables, comme mon assistante Martine Raca pourrait le dire. Vraiment, toi, t'en as fait, mais moi, j'en ai fait, je ne sais pas combien, j'en pouvais plus, quoi. Vraiment incroyable, quoi. Donc, un retour politique incroyable pour pas grand-chose. Hein. On a mis 50 000 euros au début. Hein, vous voyez, 50 000 euros. Oui, un éducateur sportif, 50 000 euros chargé. Voilà. Et donc, on a eu ça. Un an plus tard, on refait une note pour voir si... Et pareil,
tout le monde est contre. Vous voyez, c'est pour illustrer votre histoire. Tout le monde est contre, hein, en disant que non, c'est pas les compétences. D'ailleurs là, c'est assez intéressant parce que j'étais en conférence de presse. On va ouvrir le sport santé à la métropole. Parce que pour l'instant, c'est que la ville de Strasbourg. Et donc, Pierre Ims veut qu'on accompagne. Mais pareil, la note, tout le monde est contre en disant que c'est pas la compétence. Là, ils redisent parce que c'est pas la compétence de la métropole, parce que faut que vous sachiez que les métropoles n'ont que des compétences qui leur sont données par la loi ou qui sont leur données par les communes, en fait. Hein. Donc ça voudrait dire que Strasbourg se dessaisit de la compétence sport santé pour la donner à la métropole. Voilà, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Mais pareil, en disant c'est pas possible, hein, pas possible. Mais là, la force du politique, quand même, c'est qu'on y arrive quand même. Vous voyez, donc ça va dans ce que vous dites, mais avec l'élément de dire que je pense que sur ces questions-là, et notamment de sport, on a encore un petit chemin quand même à faire, mais on a, grâce à vous notamment, grâce un peu à moi, progressé. Oui, donc juste un mot. C'est vrai qu'avec Michel et d'autres, nous, ce qu'on dit depuis 30 ans, c'est qu'il faut sortir le sport du sport. Et, parce que on est dans un cercle fermé et que la majorité des Français ne pratiquent pas le sport dans les clubs. Et plus on va vers des catégories, notamment les femmes, plus elles pratiquent du sport à l'extérieur des clubs. Alors, parce qu'elles sont aussi, il y a une domination masculine dans les clubs, mais aussi parce qu'il y a d'autres formes de pratiques plus libres, etc. Donc, la chance de la ville de Strasbourg, c'est que le Racing Club de Strasbourg soit descendu au niveau national. Ça a déporté le regard. Un peu. Et donc, peut-être vous avez pu mettre, parce que c'était dans ce contexte-là, hein, peut-être vous avez pu mettre en place des choses parce que on a évité de regarder que vers le football. Bon, maintenant, ils sont remontés. Bon. Ça, c'est la première chose. Sur la question de la mixité, c'est vrai que c'est un débat dans toutes les villes. Alors, je pense qu'il faut distinguer le débat sur les bains et sur la piscine. Moi, il me semble qu'une piscine étant donc un service public, un établissement public, il faut préserver la mixité qui prépare les habitants, les jeunes, à vivre dans une société où il y a des hommes et des femmes. C'est une parole politique qu'il a, mais je la respecte, mais c'est une parole politique que tu as là. C'est un point de vue. Parce que si on a... Moi, comme pour l'école. Je vais te laisser finir, oui. après je vais répondre. Non, mais comme pour l'école, vous savez que jusque dans les années 1960, l'école n'était pas mixte. Et donc, il fallait et donc, on a estimé à un moment qu'il fallait mixer les classes parce qu'il n'y avait pas de raison de séparer les hommes et les femmes. Mais c'était le problème c'était dans la société, et ça existe encore dans d'autres sociétés, toujours encore maintenant. Donc, effectivement, c'est un point de vue. Lorsqu'on parle de mixité, c'est pas sociologique hein, quand on parle de mixité sexuelle. Hein, évidemment, c'est un point de vue qu'on va donner parce qu'on croit que l'avenir sera fait de se vivre ensemble avec les hommes et les femmes. Et je pense que le sport devrait le préparer. Le problème, c'est que dans le sport, il y a quand même une forme, d'une part, d'érotisation des femmes dans les sports de compétition. On le voit, et puis de virilisme dans les sports masculins. Donc c'est un espace qui est déjà, très masculin historiquement, et encore dans la réalité, parce que même dans les espaces auto-organisés, les city-stades par exemple, quand vous allez voir le basket sur les espaces ouverts, il n'y a que des garçons pratiquement, il n'y a pas de filles. Ou alors les filles sont là pour être supportrices des garçons, elles regardent les garçons faire. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire sur cette question-là. Il faut changer les stéréotypes, qui sont des stéréotypes masculins. Ça commence par l'école. Je rappelle qu'à l'école, l'EPS est mixte, par principe, mais dans la réalité, je ne sais pas si vous avez connu ça, il y a de la séparation quelquefois, par principe, parce qu'il y a des garçons et des filles, alors qu'en fait, on ne sépare pas des garçons et des filles en EPS. On peut séparer des groupes de niveau. Il peut y avoir des filles meilleures que les garçons, mais il n'y a pas de raison de séparer un groupe filles-garçons par le fait du sexe, mais par le niveau, on peut le faire si on fait des groupes de niveau. Donc ça s'apprend aussi à l'école de déconstruire les stéréotypes sexuels et de faire pratiquer la danse à des garçons, du rugby à des filles. Ça s'apprend à l'école, sauf ça ne se fait pas vraiment, parce que la réalité, il y a les objectifs, mais dans la réalité, c'est un peu différent. Alors, donc, dans la complexité du réel et dans les choix scientifiques, médicaux et politiques, il y a des femmes aujourd'hui qui ne veulent pas aller dans un lieu non mixte. Voilà.
c'est pour ça que j'ai un peu moi, évolué, notamment dans le cadre du sport santé. Il y a des femmes qui n'iront jamais à la piscine, même sur ordonnance, si il y a des hommes dans le même lieu. Voilà. Donc c'est pour ça que moi j'ai un peu évolué sur ça, en disant que je suis un peu moins, comment dire, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, j'ai ouvert une possibilité de me dire que la règle et la mixité, je suis complètement d'accord avec toi, mais que on peut quand même ouvrir des créneaux non mixtes, en faisant attention à la question communautaire, hein, qui peut être d'ailleurs pas forcément celle dont on pense, hein, puisque je vous ai dit, voilà, historiquement, c'était une autre communauté qui avait privatisé les bains, mais que peut-être ça répond quand même, en tout cas dans ce temps-là, hein, peut-être avant l'éducation, avant tout le travail qui est à faire, à des personnes qui voudraient avoir une activité physique et qui, clairement, ne peuvent pas aujourd'hui, hein, pour des raisons de choix, soit religieux, soit politique, soit d'histoire de vie personnelle, aller dans des lieux de mixité. Voilà, donc c'est ma position, mais qui n'est pas complètement partagée chez nous, dans notre majorité, en sachant qu'il y a beaucoup d'avis partagés sur cette question-là. Alors, au niveau national, bien sûr. Non, mais elle fait débat dans toutes les municipalités, c'est cette question-là. Après, je pense qu'il faut distinguer des revendications religieuses d'autres questions liées, par exemple, au surpoids, à l'obésité. On sait que des personnes obèses, d'ailleurs, on ne les retrouve pas dans les clubs, hein, parce qu'il y a le regard des autres, et que ces personnes préfèrent être entre pairs. Et peut-être là, peut-être des créneaux de piscine particuliers pour des femmes. Pourquoi pas? Alors là, on n'a pas prévu, on a des créneaux sport santé, hein, qui sont maintenant réservés dans le cadre de la piscine municipale, hein, où donc il y aura des créneaux qui seront réservés aux personnes pour faire de l'activité physique, mais pour l'instant en mixité et pas en non-mixité sur le sport santé sur ordonnance. Dans certaines villes, on a des voitures de métro non mixtes. Ah ouais, ça je savais pas. Pour éviter les agressions sexuelles. Ah ouais, ça je savais pas. Alors il nous reste 10 petites maigres minutes. Peut-être si encore quelques remarques. On a beaucoup trop parlé d'ailleurs. Non, la parole est à vous. C'est très riche. Allez-y. Allez-y, n'hésitez pas. Ouais. Allez-y. C'est peut-être. J'ai peut-être pas retenu l'info. Parlez fort, oui. Pardon, j'ai une question et j'ai peut-être pas entendu l'info tout à l'heure. Mais quand il a posé la question par rapport aux femmes et au sport santé, ça veut dire que dans les personnes qui bénéficient du sport santé, ça se voit beaucoup la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Oui, 70%, ouais. Mais ça veut... Partout en France. Ok. Peu importe la région, c'est pas du tout... Non, c'est partout en France. C'est l'ordonnance qui fait ça, il me semble. Mais c'est peut-être moi, mais je comprends pas forcément qu'est-ce qui va les motiver plus à faire les démarches d'aller vers un médecin pour avoir du sport sur l'ordonnance. Alors, parce que justement, c'est sur la question de la santé. C'est-à-dire que les femmes consultent plus, voilà, se soignent plus que les hommes, en fait, de façon générale. Ça, c'est une autre réalité. À niveau social égal, voilà. Elles se soignent, enfin, elles ont plus le souci du corps et le souci de la santé, donc voilà, vont plus chez les médecins. Il y a un côté encore un peu, vous voyez, viril de l'homme, je me soigne tout seul, voilà, si c'est un bobo, je ne vais pas y arriver. Voilà. Non, mais ça existe encore. Hein. Moi, j'ai des patients qui font des infarctus massifs, hein, parce que nous, on ne va pas chez les docteurs. Nous, on ne fait pas, ça c'est féminin, vous voyez, de faire de la prévention, c'est féminin, de faire des bilans, c'est féminin. Moi, c'est quand vraiment je suis vraiment malade que je vais chez le médecin. C'est un discours qui reste majoritaire, si vous voulez, en France, qui commence à changer, hein, comme dans d'autres trucs, mais qui reste encore majoritaire aujourd'hui. Donc, on a plus d'accès aux femmes, notamment aux femmes défavorisées, parce que ce qui a été dit là est juste, hein, mais les gens en difficulté sociale consultent moins, ont moins de soins, mais les femmes d'origine modeste consultent plus quand même que les hommes d'origine modeste, en fait. Hein. Et donc, ça permet ce rattrapage, parce que le sport santé est très fort aussi sur ces questions, parce qu'on a presque, alors maintenant c'est un peu moins, mais on a plus de la moitié des gens qui ont des revenus en dessous du seuil de pauvreté, sans qu'il y ait aucun critère social sur la prescription. Vous comprenez? C'est-à-dire que le critère, il est purement médical. Vous avez du diabète, hypertension, vous avez une maladie, vous allez voir votre médecin, vous avez l'ordonnance. En faisant rien, en faisant ça, en travaillant bien sûr avec les besoins de santé, machin, mais en faisant rien d'autre, on arrive à faire ça. Ça, c'est aussi grâce à la prescription, si vous voulez, qui fait qu'on a ces éléments. Voilà. Oui, il y a un élément que Michel a soulevé, c'est le profil des anciens sportifs de haut niveau. Il
je crois qu'il y a aussi quelque chose à creuser là-dessus, c'est-à-dire qu'ils portent quand même une manière de se représenter la performance sportive. Et il y a cette idée de dispense aussi au niveau des concours de la fonction publique. Parce qu'ils s'ils sont anciens sportifs de haut niveau, ils ont la dispense, ils n'ont pas besoin de conditions de diplôme pour passer les concours. Peut-être qu'ils sont surreprésentés et avec eux, cette diffusion d'une catégorie. Voilà. Ça m'a fait penser à ça. Alors, d'autant plus que, alors, je pense à autre chose, pour passer les concours de conseiller territorial des APS, il y a une épreuve sportive, enfin, il y a une épreuve de natation, une épreuve d'athlétisme, donc il faut être un peu sportif. Mais en même temps, Huc, peut-être, lui, est passé par la filière administrative. Je ne sais pas. Il me semble. Qui Ludovic je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il ne vient pas de la filière sportive. Mais Pascal Leburg, qui est donc l'ancien chef de service, et M. Verne, qui est donc ancien entraîneur de haut niveau de basket, eux, ils ont eu cette filière-là. D'ailleurs, dans l'éloge funèbre de Leburg, je ne sais plus où, dans ce que la mère a dit, elle n'a pas dit ce mot comme ça, mais elle a dit il a été recasé. Elle a dit, tu vois, c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas dit comme ça. Mais c'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il y a des places, il n'a pas eu à faire le concours, machin et tout ça, et les sportifs de haut niveau retrouvent des places comme ça dans les territoriales au niveau. Voilà. Ça existe. Alors, d'autant peut-être plus maintenant, mais en tout cas, ça existe. Mais je pense qu'il y a une raison. On dit c'est moins le cas maintenant. Non, moi je pense qu'au contraire, on est dans le contexte des JO de 2024. Et donc on est dans un contexte où l'idéologie sportive revient au galop. Et c'est pour ça que les villes essaient d'avoir le label terre de jeu. C'est pour ça qu'on essaie de développer le sport de compétition dans l'optique des JO aussi. Ok. Alors, encore d'autres questions, allez-y. Là, on revient sur les JO, et c'est vrai que le sport santé a un lien avec les JO, mais je pense que la santé est une priorité sans parler des JO. Dans tous les cas, on s'intéresse à la santé des habitants avant de penser aux JO. On devrait, mais c'est pas vrai du tout. Alors, je vais faire de la pub, comme lui, j'ai écrit un livre, et donc c'est la conclusion de mon livre, ça, en fait. Tu lis juste la conclusion, le reste, tu n'as pas besoin de l'acheter, mais tu lis juste la conclusion. En fait, je dis ça, quoi. Je dis, c'est une opportunité incroyable, les Jeux Olympiques, pour promouvoir l'activité physique de tous. Sport, santé, prévention, j'appelle ça. Sport, santé, surveillance aussi, mais sport, santé, prévention. Le sérieux de ce mouvement pour faire bouger la population. Alors, le premier truc, quand tu vois les sponsors, t'as peur. Parce qu'ils sont tous sur soit la mauvaise bouffe, soit les smartphones, soit les voitures. Tu regarderas entre eux, je cite. Donc déjà là, tu as peur. Voilà. Le deuxième, quand tu vois les budgets pour les jeux de ces sponsors-là, c'est des sommes faramineuses. Alors ils nous ont dit qu'ils allaient faire, tu sais, l'héritage des jeux, où justement, il y a un axe normalement sport santé. Et quand tu vois l'argent qui est mis dedans, ils appellent un projet, on va y répondre. C'est des miettes de miettes, quoi. C'est des miettes de miettes. Donc, ouais, ça serait génial. Pour l'instant, je suis quand même très, très, très dubitatif sur le fait que ça puisse être le cas. Mais ça serait génial, ça. C'est-à-dire de dire, on se sert des jeux, pas pour la glorification de la performance, pour vendre des Samsung, vendre des Samsung, du Coca et de je ne sais plus quelle bagnole, mais qu'on se sert de ça pour faire bouger complètement la population, faire de la prévention primaire, mais je ne suis pas sûr, on se revoit, mais ils ont dit qu'ils le feraient. Ils l'ont dit, Tony Estanguet l'a dit, à un moment donné il l'a dit, le ministre des Sports ne dit plus grand-chose, parce que vous savez que maintenant ça n'existe plus d'ailleurs, le ministre des Sports. Vous avez vu ça? Il y a l'agence. Il n'y a plus de ministre des Sports, non, il y a une agence. Ils sont maintenant à l'éducation, le secrétaire d'État, et il n'y a plus en fait de service des sports d'État. Maintenant, tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on a discuté de ça? C'est un sujet quand même un peu. Non, Alexandre, il y a une agence. Actuellement, il y a une agence nationale du sport, mais où l'État n'est plus majoritaire. Ouais. Très bien. Une dernière. Oui, moi j'avais une question pour M. Fetz. Du coup, on a pas mal parlé du sport santé par ordonnance. Et moi, je voulais savoir, du coup, vous, en tant que médecin et politicien, si vous pouvez agir justement au niveau des universités. Parce qu'au final, la formation des médecins, il y en a très peu autour du sport sur ordonnance. Je crois qu'il n'y a que 15% qui sont formés. Du coup, je voulais savoir, vous, si vous pouvez agir à cette échelle-là ou pas. Et, alors, la première chose, c'est que vous êtes en avance. C'est-à-dire, ici, à la faculté des sciences du sport, voilà, vous êtes en avance. Et tant mieux, et c'est très bien.
Donc il existe un module optionnel, on occupait à l'époque, je ne sais plus, sur le sport santé. Donc les étudiants en médecine avaient une information ponctuelle et facultative. Mais il existe une convention, je crois, entre l'université du sport et l'université de la faculté de médecine sur ces questions. Je ne sais pas trop où ça en est, mais voilà, ça avance doucement. Mais voilà, ça rentre doucement aussi à la faculté de médecine, pour qu'eux aussi, ils aient cette formation. Je rêvais, il y a très très longtemps, de ces formations transdisciplinaires. Je trouve que ça serait bien, on avait eu l'idée qu'il y ait des formations comme ça, conjointes entre des masters comme vous et des étudiants en médecine. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, ça serait génial. Comme les études de médecine ont changé et que maintenant il y a 9 ou 10 facs qui forment au concours d'entrée, enfin, pour entrer, voilà. Ouais. Eh bien, il y en a une partie non négligeable, une centaine d'étudiants qui sont formés en première année chez nous, et qui ont un module de sociologie, qui sont un petit peu sensibilisés à ces questions. C'est pas énorme, mais c'est un début. C'est un début. Langsam aber sicher, comme on dit. Mais c'est souvent langsam, mais sûrement. Voilà, c'est souvent très très lent. Mais en tout cas, à mon avis, c'est une lame de fond. Je veux dire, le sport santé, qu'il soit prévention, le sport santé sur ordonnance, voilà. Là, j'ai ouvert les assises de l'Alzheimer. Vous savez qu'en prévention et en soins, l'activité physique a vraiment des réalités d'efficacité, notamment en prévention, par rapport à travail sur la sédentarité et l'activité physique. Donc vraiment, mais alors peut-être que ça me permet de conclure. Mais c'est ça le paradoxe. Donc moi je coordonne le réseau des villes sport santé avec l'Andes, donc il y a à peu près 70 villes qu'on réunit notamment dans les assises du sport santé. Il y a une vraie dynamique des territoires. Et je suis vraiment heureux. La métropole commence aussi parce que j'ai accompagné tellement de villes en France, mais pas à la métropole, donc ça c'était dur. Mais maintenant ça va être le cas, donc c'est vraiment bien. Il y a une mobilisation territoriale, il y a des réseaux de santé, il y a vraiment beaucoup de gens mobilisés, mais il n'y a toujours rien au niveau national, en fait. C'est ça le problème. On a une belle loi en 2016, avec Valérie Fourneron, ancienne ministre des Sports, revenue députée, avec un amendement contre le gouvernement, mais qui est devenu une loi. On a une très belle loi. On a des textes d'application qui sont un peu fous, et après des textes d'orientation qui sont délirants. Mais il n'y a pas de financement national. Ça veut dire, je donne souvent ça, je dis, dans le Grand Est, l'Agence nationale de santé met quand même quelques millions, donc c'est bien, elle est impliquée. Dans les Hauts-de-France, où ils ont les taux d'obésité et de diabète encore plus importants que nous, ils donnent 0. C'est quoi ça, l'équité républicaine française? Comment c'est possible que dans une région, on ait accès à un médicament, une thérapie non médicamenteuse efficace, et quand vous êtes là-bas, vous ne pouvez pas? C'est quand même incroyable. Alors on a aussi l'inverse, mais ça je suis en train de travailler. Il y a des caisses primaires aujourd'hui qui payent des parties de sport santé, mais pas dans le Bas-Rhin. Mais on est en train de mettre la pression là sur le directeur, je pense qu'on va y arriver. Et donc vous voyez, il n'y a aucune équité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des réseaux de santé, des réseaux municipaux, des volontés. C'est un truc un peu incroyable. Quand on voit le niveau de preuve scientifique, sociologique de ce truc, il y a des médicaments qui ne sont pas aussi évalués que ça, qui sont sur le marché. Sur le diabète, un des seuls médicaments qui a une petite efficacité, c'est ce qu'on appelle la metformine, le glucophage retard. Voilà. Les autres, ils n'ont quasi aucune efficacité. Ils ont tous fait des AMM, ils sont remboursés à 100%. Si vous voulez. 30 minutes d'activité physique, c'est plus efficace que le meilleur des médicaments pour le diabète non insulino-dépendant. Vous voyez. Et on a un niveau de preuve et on n'a toujours pas. Donc il n'y a pas ce truc-là, on l'a toujours pas. Voilà. Véro, je pensais, parce que Marisol était contre le sport santé, Marisol Touraine, Agnès Buzyn était contre aussi le sport santé. C'est assez drôle, alors l'histoire, pourquoi elle est contre, mais je raconterai une autre fois. Mais les ministres de la Santé sont toujours contre le sport santé. Les ministres des Sports sont toujours pour. Parce qu'ils sont dans une logique de nouveaux adhérents, quoi, en fait. Et les ministres de la Santé sont contre parce que ça coûte de l'argent, en fait, à le payer. Et donc, du coup, on est toujours ça, avoir des petits abonnements sur le diabète, sur le cancer, sur des trucs, mais on n'a toujours pas ça, quoi, en fait. Donc, c'est un vrai boulot, maintenant, politique, d'avancer pour qu'il y ait un financement national du sport santé en France. Voilà, donc c'est pas fini, cette histoire. Très bien, merci beaucoup pour la richesse de ces interventions, et puis à bientôt. Merci.